Bonjour et bienvenue à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais déjà faite cet été, mais je n'avais pas le bon matériel pour la faire malheureusement. Et finalement, j'ai décidé de supprimer cette vidéo et de la refaire avec un meilleur matos. Et du coup, au lieu de refaire un thread sur Twitter comme je l'avais fait en mars avec les jeunes joueurs que je conseillais de suivre, je vais me faire un peu un 11 des cracks à suivre sur la saison 2023-2024. Et là, l'avantage, c'est que cette fois, j'aurai du meilleur matériel, contrairement à la fois précédente. Et justement, ça commence tout de suite avec une avancée technologique. Avec justement le petit site Futbin que vous connaissez tous pour avoir les cartes des joueurs sur le site FIFA Ultimate Team. Et du coup, je me suis dit que c'était quand même la meilleure manière d'avoir les visages et les noms des joueurs afin de mieux les connaître pour ceux qui ne les connaissent pas. Et pour faire cette disposition, j'ai choisi un 4-2-2-2 et forcément, j'imagine que certains des joueurs n'auront pas de légitimité pour vous. J'imagine qu'il y aura toujours des joueurs qui vont manquer, donc j'ai quand même fait quelques mentions. Mais n'hésitez pas en fin de vidéo, si vous ne retrouvez pas certains joueurs que vous pensez avoir un mérite à avoir cette place dans le 11 des cracks 2023-2024 ou même en mention, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous propose qu'on commence tout de suite dans ce petit 4-2-2-2 avec le gardien. Et en gardien, j'ai choisi Lucas Chevalier, celui justement le gardien de Lille. Et pourquoi j'ai choisi ce gardien? J'aurais pu choisir Guillaume Rest de Toulouse, en effet, mais j'ai préféré choisir Chevalier de Lille, tout simplement parce qu'il a un peu plus d'expérience en Ligue 1. Il commence petit à petit à prendre l'expérience dont il a besoin. Il est dans le bon club pour se développer, bien que ce soit la même chose pour Rest à Toulouse. Mais Chevalier est, pour moi, sur une saison de confirmation. Et si justement il arrive à atteindre ses objectifs cette saison, je ne serais pas étonné de le voir quitter Lille à moyen terme pour un club plus huppé. Bien que le marché des gardiens, on est d'accord là-dessus, est toujours un petit peu compliqué. Mais je pense qu'à terme, Lucas Chevalier peut être un gardien très très intéressant. Et j'ai préféré, en tout cas de mon point de vue, choisir ce gardien-là. Mais je suis quand même ouvert à d'autres propositions. Et n'hésitez pas à me donner d'ailleurs vos idées en commentaire à ce sujet. Pour la défense, j'ai choisi une défense à 4, et là où j'ai été plutôt bon, c'est que sur les 5 premiers joueurs, j'ai réussi à faire en sorte qu'aucun ne joue dans le même club. Non, je me moque, c'est une blague. Il y a quand même 2 joueurs qui jouent dans le même club. Mais dans ma défense à 4, j'ai choisi Alex Baldé de Barcelone parce que je pense tout simplement qu'avec le départ de Jordi Alba et la seule concurrence de Marcos Alonso à son poste, Alex Baldé a quand même beaucoup d'avenir à son poste du côté du FC Barcelone. Et je pense que justement, le temps de jeu dont il bénéficiera cette saison va lui permettre de s'installer comme un titulaire à temps plein du côté du Barcelone. Et grâce à ça, je pense que le Barça n'aura plus à recruter un top latéral titulaire vu qu'il aura réussi à le former. Et il n'aura du coup plus qu'à recruter un latéral qui acceptera le rôle de remplaçant d'Alex Baldé, ce qui se coûtera quand même vachement moins cher en termes de transfert et de salaire pour le Barça. Pour la défense centrale, j'ai choisi une défense centrale avec 2 défenseurs centraux. J'ai choisi Levi Colwill de Chelsea dans l'axe gauche, tout simplement parce qu'il revient d'un prêt à Brighton qui a été très convaincant. Et je pense que cette saison, entre la très longue blessure de Fofana et la concurrence que je ne trouve pas si féroce pour Colwill, à part Thiago Silva, je pense que Colwill a justement une place à gagner dans cet axe gauche de la défense de Chelsea, bien qu'il ait été un peu mis un peu à gauche dans la défense à 4 de Chelsea, même si c'est un dispositif un peu hybride. Je pense qu'à terme, Colwill gagnera sa place dans l'axe gauche de la défense. Et du fait qu'il soit formé au club et que ce soit un jeune anglais, je pense qu'il peut avoir un réel avenir du côté de Chelsea, surtout s'il enchaîne les bonnes performances. Je n'irai pas dire que le choix du numéro n'a pas été fait par hasard, mais je vous laisse voir par la suite ce que ça donnera. En tout cas, j'ai pas mal d'espoir pour ce jeune défenseur et j'espère qu'il confirmera les attentes placées en lui. J'aurais pu en choisir d'autres, mais ne vous inquiétez pas, je parlerai en mention des joueurs que je n'ai pas mis dans le 11, mais qui pour moi méritaient quand même une certaine place. Autre défenseur central que j'ai choisi Antonio Silva du Benfica, le jeune défenseur portugais de 19 ans. Un défenseur qui confirme depuis la saison dernière son statut de semi-titulaire du côté du Benfica et même de titulaire à temps plein. Je pense tout simplement que Antonio Silva risque d'exploser cette saison du côté du Benfica et que malgré la grosse clause qui a été mise par Benfica pour son transfert, je pense qu'il y a de réelles chances qu'il quitte le club l'été prochain parce que beaucoup de clubs européens risquent de rechercher un défenseur central l'été prochain. Et de par son jeune âge et son profil et son niveau, je pense que Antonio Silva pourra intéresser beaucoup de top clubs européens cet été. Donc je pense qu'il fait sa dernière saison du côté du Benfica et que pour ceux qui ont le temps de regarder le football portugais, notamment Benfica, je vous invite à jeter un petit coup d'œil à ce joueur qui a beaucoup d'avenir selon moi. Comme défenseur droit, j'ai hésité entre 2 joueurs et j'ai fait le choix de mettre Malo Gusto de Chelsea.
Pourquoi ce choix? Parce que Malo Gusto avait été recruté en janvier par Chelsea, bien que prêté à Lyon jusqu'à la fin de la saison pour qu'il termine sa saison là-bas et se développe. Avec les très nombreuses blessures de Reece James, Malo Gusto a une vraie carte à jouer du côté de Chelsea. Si on parle en termes de niveau, Reece James ne laisse que très peu de place à la concurrence. C'est sûrement l'un des meilleurs défenseurs à ce poste, peut-être dans le top 3, et je pense qu'il n'est pas troisième. Mais Reece James, malheureusement, c'est un latéral droit qui se blesse énormément et ça se répète souvent à la même période de l'année. Donc je pense que Malo Gusto a quand même fait le bon choix de rejoindre Chelsea parce qu'il aura au final du temps de jeu en rejoignant ce club. Surtout que Reece James est un haut potentiel de blessure. Donc si Malo Gusto est satisfaisant quand Reece James est blessé, je pense qu'il peut avoir un réel avenir du côté de Chelsea en tout cas. Et pour enchaîner, ne pas être trop long, je vous propose que l'on passe dans le milieu. J'ai choisi un milieu en double pivot, bien que ce sont des milieux que j'aurais pu mettre dans un milieu à 3 parce que je préfère les voir évoluer à 3. J'ai fait le choix de mettre Ugarte et Zaïre Emery parce que tout simplement ces deux joueurs sont titulaires du côté du Paris Saint-Germain et souvent ensemble. Bien que je préférais les voir dans un milieu à 3, il faut dire que ces derniers matchs, ils évoluent souvent dans un milieu à 2, dans un 4-2-4. Et je pense tout simplement que Ugarte, de par son profil, c'est un numéro 6, on va dire méchant, hein, qui aime gratter du ballon, qui intercepte beaucoup de ballons et qui a quand même quelques qualités techniques, contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser au moment où on le recrute. C'est un joueur qui enclenche le pressing et qui va le faire très très haut. Et du coup, c'est pas forcément le genre de 6 comme Busquets qui va rester entre les deux défenseurs centraux pour organiser le jeu. Mais son profil était un profil qui était nécessaire au Paris Saint-Germain et je pense sincèrement qu'il peut s'installer comme titulaire à long terme dans cette équipe. Pour Warren Zaïre-Emery, j'ai fait le choix de ce milieu, bien que j'aurais pu en choisir d'autres. Parce que Warren Zaïre-Emery est capable de jouer aussi bien 6 que 8 pour moi, et je pense tout simplement que son profil dans la projection, dans l'intensité et aussi bien dans le contact, parce que Warren Zaïre-Emery n'a pas peur d'aller au duel, sont des qualités qui vont beaucoup l'aider à se développer au Paris Saint-Germain, ce qui fait que, au final, dans le milieu du PSG, il manque plus qu'un milieu, un rôle plutôt créatif, parce que Ugarte et Zaïre-Emery sont au final des milieux assez complémentaires quand on les regarde. Et pour ne pas être trop long sur ce double pivot, je vous propose qu'on enchaîne avec les milieux offensifs. Et là, on va être sur une thématique très Rasenball Leipzig. Pourquoi Rasenball Leipzig? Parce que tout simplement, l'un des deux vient de rejoindre ce club en prêt et l'autre vient de quitter ce club. Et pourquoi justement comment dire, les arrivées et départs des deux joueurs ont un sens? Bah, tout simplement, Leipzig a perdu et Nkunku et Szoboszlai cet été. Donc du coup, deux joueurs créatifs qui peuvent jouer meneur de jeu. Et l'arrivée finalement de Xavi Simons du côté du Rasenball Leipzig, pardon, prend un sens clair. Parce que finalement, Leipzig joue aussi bien en 4-2-2-2 cette saison, et dans ce cas-là, bah, Xavi Simons se retrouve exactement à ce poste. Soit il arrive que Leipzig joue dans un 4-3-3 avec un numéro 6 et un numéro 8, et du coup, Xavi Simons occupe dans le milieu à 3 le poste d'électron libre, de milieu plus offensif qui doit faire le lien entre le milieu et l'attaque. Et en tout cas, du point de vue de Leipzig, c'était une excellente idée de recruter le joueur en prêt. Reste à savoir si le joueur fera une saison ou plusieurs. Moi, si je me place d'un point de vue de supporter parisien, j'aimerais qu'il n'en fasse qu'une seule. Mais en tout cas, si on se place du point de vue de Leipzig, c'est une super opération. Si on se place du point de vue de Xavi Simons, c'en est également une très très bonne parce qu'il va pouvoir se développer dans un club et un championnat qui sait développer les jeunes joueurs offensifs à fort potentiel. Et si tu te places du point de vue du PSG, ben, tu n'étais pas sûr au début quand il revient de pouvoir lui garantir du temps de jeu. Là, au moins, tu es sûr qu'il va avoir du temps de jeu et qu'il va se développer dans un club qui sait développer les jeunes talents. Donc au final, c'est un peu un prêt qui arrange tout le monde. Et dans ce double meneur de jeu, j'ai choisi de mettre Dominique Szoboszlai de l'autre côté, tout simplement parce que Szoboszlai vient de quitter Leipzig pour Liverpool, bien qu'il joue un cran plus bas du côté de Liverpool dans un 4-3-3 à côté de McAllister plus haut. Bah, je pense que Szoboszlai a un réel avenir du côté de Liverpool, de par ses qualités. Tout simplement parce que c'est un joueur qui est très endurant. Et du coup, dans le milieu à 3 de Jürgen Klopp à Liverpool, ça prend beaucoup de sens. C'est un joueur qui techniquement est très à l'aise, qui sait tirer les coups de pied arrêtés. Donc en plus de Trent Alexander-Arnold, tu auras un autre joueur dans ce registre qui est capable de tirer les coups de pied arrêtés. Et en plus, Dominique Szoboszlai, pour le coup, il sait jouer des deux pieds et il a une très grosse frappe. Il a une très grosse frappe qui peut déclencher aussi bien sur coup franc que sur des frappes à l'extérieur de la surface. Et du coup, tu te rajoutes quand même une cartouche à Liverpool assez intéressante, celle de pouvoir faire des actions de loin. Donc du coup, je me dis que justement Dominique Szoboszlai a toutes les qualités pour se développer du côté de Liverpool, surtout avec un coach qui sait tirer le meilleur de ses joueurs en la personne de Jürgen Klopp. Je pense que Dominique Szoboszlai, en tout cas, peut être un des joueurs à suivre de cette saison, très intéressant pour ceux qui ont l'occasion de suivre Liverpool en tout cas.
Et pour terminer mon attaque, bien que pour, ceux qui ont un œil de lynx et qui zooment un petit peu, vous aurez deviné de qui je parlais. J'ai choisi un double pivot, enfin un double pivot, 2 attaquants très Bundesliga. J'ai choisi Mathys Tel du Bayern Munich, tout simplement parce que Mathys Tel, bien qu'ayant une concurrence très féroce du côté du Bayern Munich avec Harry Kane, avec Eric Maxim Choupo-Moting, avec Kingsley Coman qui peut jouer à gauche, avec Musiala qui peut jouer à gauche, avec Sané qui peut jouer à gauche, avec Gnabry qui peut jouer à gauche, bah, finalement Mathys Tel, il postule à 2 postes qui sont très concurrentiels et malgré ça, il est performant. Depuis le début de la saison, il est même très performant et c'est probablement parmi les meilleurs super subs d'Europe. Quand on voit son temps de jeu et le nombre de buts marqués, on se rend compte que vraiment Mathys Tel est très performant. Et vraiment, le Bayern Munich, malgré la grosse somme déboursée l'été dernier pour le récupérer à Rennes, a fait un très bon choix en investissant sur Mathys Tel. Est-ce qu'il va rester à long terme du côté du Bayern Munich, un peu comme Franck Ribéry? C'est une bonne question. Mais en tout cas, cette saison, c'est un des jeunes joueurs qui est vraiment à suivre. Il n'a que 18 ans et malgré ça, il crève l'écran. Pour ceux qui suivent régulièrement le Bayern Munich, c'est un des joueurs les plus intéressants de cet effectif cette saison. Je vous invite à voir Mathys Tel pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le voir régulièrement. C'est vraiment un joueur qui, à terme, risque d'être le numéro 9 de l'équipe de France sans trop forcer. Surtout s'il continue à ce rythme-là. Pour son pendant, de l'autre côté, j'ai choisi Benjamin Sesko qui a fait le fameux voyage entre Salzbourg et le Rasenball Leipzig. Pourquoi j'ai choisi ce jeune attaquant? Les grands spécialistes de Football Manager le connaissent sûrement depuis un petit moment, mais cet attaquant a justement certaines qualités très intéressantes pour se développer à Leipzig. Il n'est pas encore titulaire, pour l'instant c'est encore Youssouf Poulsen qui brade le rôle de titulaire au poste de 9. Sesko rentre plus en cours de match et justement ses qualités sont utiles dans ses entrées en cours de match parce que malgré sa très grande taille, Benjamin Sesko, qui dépasse le mètre 90, est un attaquant qui est rapide, qui est technique. Et du coup, justement, ses entrées en fin de match sont souvent des fulgurances qui font un bien fou à Leipzig et qui permettent justement d'offrir un profil très différent de celui de Youssouf Poulsen, qui est pour le coup plus un pivot. Mais je pense que Benjamin Sesko, lui, à l'inverse d'un Antonio Silva ou d'un Lucas Chevalier, qui sont déjà prêts à quitter leur club d'ici la fin de saison pour rejoindre un top club européen, je pense que Benjamin Sesko, un peu à l'image d'un Gvardiol, fera 2 saisons du côté de Leipzig avant de quitter ce club pour un top club européen. Mais en tout cas, ce profil est très intéressant pour ceux qui le suivent. Je vous propose en tout cas maintenant de faire un dernier petit tour sur mon 11 des cracks à suivre pour la saison 2023-2024 avant de vous présenter mes mentions. J'ai fait le choix de mettre Lucas Chevalier dans les cages, une défense à 4 avec Malo Gusto, Antonio Silva, Davy Colwill et Alex Baldé, un milieu en double pivot avec Ugarte et Warren Zaïre-Emery, 2 milieux offensifs avec Xavi Simons et Szoboszlai, et en attaque, j'ai choisi de mettre Mathys Tel et Benjamin Sesko. Pour les mentions, les joueurs que j'ai décidé de ne pas mettre, c'était un petit peu évident dans le sens où ce sont des joueurs qui sont quand même très connus depuis un petit moment et du coup, je m'étais dit: «Autant faire de la place à des joueurs un peu moins connus et qui ont une chance de réellement exploser dans leur club». Parmi ces mentions, bah, j'avais choisi Rasmus Højlund de Manchester United, mais j'ai préféré mettre Sesko et Tel qui, pour moi, ont plus de chances d'exploser réellement cette saison. J'avais mis également Gonzalo Ramos, mais je me suis dit que ce serait quand même assez déloyal de mettre quasiment que des joueurs du PSG. C'est bien quand même d'ouvrir ses horizons et de montrer d'autres joueurs qui sont un peu moins connus et moins médiatisés. J'avais également choisi de mettre Florian Wirtz du Bayer Leverkusen, mais je me suis dit que lui aussi a été un peu ralenti par sa blessure, mais quand même assez connu. J'avais mis également Jude Bellingham, mais bon, Jude Bellingham crève l'écran du côté du Real Madrid depuis le début de la saison et je pense qu'il est suffisamment connu pour ne pas qu'on le cite dans le 11 des cracks 2023-2024. Il explose suffisamment. J'avais mis également Kang In-lee qui a rejoint le Paris Saint-Germain cet été, mais lui, de la même manière, je ne voulais pas mettre trop de joueurs du Paris Saint-Germain, j'ai essayé de varier un maximum les profils. J'avais mis également Josko Gvardiol, mais bon, Josko Gvardiol a signé à Manchester City et du coup, je pense que pour ceux qui suivent régulièrement la Première Ligue, son profil commence à être suffisamment connu pour ne pas avoir à le mettre systématiquement dans ce 11 des cracks. J'ai préféré mettre Davy Colwill, un poil moins connu, mais qui a tout autant de qualité que Gvardiol et qui peut lui aussi devenir un vrai défenseur générationnel. J'aurais pu également mettre Musiala, mais bon, Musiala a suffisamment crevé l'écran pour être connu et je pense que ceux qui ne connaissent pas Musiala vivent dans un endroit où le foot n'est pas diffusé, parce qu'à force, il s'est fait suffisamment connaître. Et en dernier, j'avais choisi de mettre Olise de Crystal Palace, qui est un joueur réellement intéressant. Mais voilà, je n'avais pas mis Michael Olise parce que j'ai préféré mettre Dominique Szoboszlai, mais bien qu'il soit ralenti par une blessure, Olise a toutes les chances de quitter Crystal Palace d'ici la fin de saison et pourrait rejoindre un club très intéressant en Europe en tout cas.
Je me doute bien que, je n'ai pas malheureusement pas pu satisfaire tout le monde dans ce 11 des jeunes cracks malgré le fait d'avoir ajouté quelques mentions. Donc n'hésitez surtout pas à me proposer dans les commentaires des jeunes joueurs qui pour vous sont des cracks qui peuvent exploser cette saison et qui sont à suivre en 2023-2024. J'attends votre avis avec impatience. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à mettre un maximum de pouces pour référencer au mieux cette vidéo. Et si vous êtes nouveau dans l'aventure, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour un maximum de contenu de foot généralistique. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.